reconnaissable aussi, vous allez le voir sur leurs bras avec cette croix rouge sur fond blanc, c'est ce détachement du service médical et ça c'est important finalement. À chaque déploiement, il faut pouvoir assurer les soins des militaires. La devise du service médical est partout et pour tout le monde. Donc en fait c'est un service transversal qui est donné à chaque force. Ils seront présents en déploiement avec tous les militaires qui iront sur le terrain. Et alors les médecins par exemple ou les kinésithérapeutes qui travaillent ne sont pas formés directement dans les écoles de la défense, c'est bien ça? Donc, ils vont suivre une formation commune d'instruction militaire et ensuite iront vers les universités civiles. Pour leur spécialité. Ils vont être suivis également par des équipes militaires pour les aider un petit peu à trouver leur voie dans les spécialités. Et alors on recrute également énormément au service médical puisque nous avons besoin de beaucoup de techniciens et médecins. On recrute aussi forcément pour la Cyber Force puisque c'est la petite dernière de la défense, la 5e force qui a été créée et d'ailleurs le roi vient de remettre l'emblème il y a quelques jours seulement. La petite dernière n'est pas des moindres dans la société qui est en train de se digitaliser actuellement. Nous avons besoin de ces spécialisations et en effet le roi a remis l'emblème de cette nouvelle force le 3 juin dernier. Et donc nous avons ici besoin d'environ 40 spécialités. On ne parle pas seulement de scientifiques, de techniciens, d'ingénieurs ou de mathématiciens. On parle également de plein d'autres fonctions, 40 métiers. Et pour ceux qui seraient intéressés de rejoindre le Cyber Force, ils peuvent aller sur le site joincyber@mil.be. Donc c'est une adresse mail et pas un site. Oui, et puis justement cette Cyber Force, elle est cruciale, Vincent, à l'heure de guerre hybride. Absolument, et ces cyberattaques, et là aussi un retour sociétal évident. Parce que ces investissements de 3 milliards dans les 10 prochaines années dans la Cyber Force, ça va bénéficier aussi à nos hôpitaux, à nos entreprises. Ici en face au palais de Bruxelles, aujourd'hui, ce sont déjà des militaires qui assurent la sécurité informatique du palais. Donc l'armée qui recrute et qui veut aussi augmenter sa réserve. On rappelle peut-être Corentin ce que c'est un réserviste au sein de la défense. Donc un réserviste, c'est quelqu'un qui a une carrière au niveau du civil, qui a un employeur ou qui est indépendant et qui décide de donner de son temps à l'armée, donc en venant 7 jours minimum jusqu'à 1 an. Donc il peut être employé temps plein. Et regardez, un visage qui sort du lot ici à l'école royale militaire, c'est celui du prince Gabriel. Et on peut voir ici, donc ce sont les 4e années avec le sabre, ce sont les officiers élèves et le prince Gabriel, on peut le voir, qui est tête à gauche vers la tribune royale. Voilà, et qui peut tourner sa tête, finalement il n'est pas tête de ligne, donc il peut faire un petit coucou aux parents. Comme il n'est pas chef de file, il va peut-être faire un petit clin d'œil vers sa maman. Et on voit la fierté qui se lit évidemment sur le visage de la reine Mathilde, qui il y a quelques années avait aussi vu défiler la princesse Elisabeth, évidemment, et on le voit, qui n'est pas tête de ligne, c'est la personne juste à sa droite, et on imagine aussi la fierté de la sœur de voir Gabriel suivre le même parcours. On va peut-être s'attarder aussi sur cette école royale militaire, donc on est passé maintenant dans le côté formation, ça aussi c'est capital pour l'avenir, Corentin, puisque c'est là qu'on forme les futurs militaires, les futurs cadres, les futurs managers de la défense. Ce sont les futurs chefs qui vont donc connaître toute cette évolution de la défense d'ici 2035. Ce seront des capitaines, donc des chefs de peloton, des commandants de compagnie qui vont être déployés également et qui vont devoir appréhender ce nouveau matériel. Donc ce sont des gens qui vont connaître une évolution dingue au niveau de la défense et partir vers une technologie qu'on n'a pas connue, nous, quand on était à leur place capitaine. Voilà. Alors on peut s'attarder aussi un peu sur la tenue portée par ces élèves royales de l'école militaire avec leurs petites plumes blanches, en tout cas pour les élèves officiers. Sur leur chapeau qu'on appelle le chapeau. Voilà, donc ce sont des plumes blanches avec, on peut le voir également pour le cadre, des plumes rouges. Donc les élèves ont les plumes blanches, le cadre a les plumes rouges. Et on peut voir ici les élèves officiers. Donc ceux-ci n'ont pas encore le grade de sous-lieutenant. Et là on revoit les officiers élèves avec le sabre, alors que les élèves officiers, eux, ont une arme à l'épaule. Voilà, donc pour les codes qui changent, évidemment. Alors cette école royale militaire, Vincent, on peut aussi préciser qu'elle est réputée à l'international. Oui, parce qu'il y a des programmes Erasmus. D'ailleurs, le prince Gabriel dont on a parlé était à Saint-Cyr, et c'est comme cela qu'il a pu retrouver ses parents.
parents à l'occasion du dîner officiel à l'Élysée au moment de la visite d'État et dîner à côté de Madame Macron. Mais en ce qui concerne le prince Gabriel, justement, Corentin livrait un scoop tout à l'heure, assez rapidement, en disant qu'il allait poursuivre son master, si j'ai bien compris, à l'école royale militaire. Ça, c'est une première. Donc, qu'il soit la famille royale belge, jamais, jamais un prince de Belgique ou un futur, même dans les futurs rois. Le roi Philippe n'a pas non plus eu son master à l'école royale militaire. Il a alors étudié à Stanford après être passé par l'école royale militaire. Mais le prince Gabriel, apparemment, va donc faire un master aussi à l'école royale militaire. C'est à partir du mois de septembre et faire l'ensemble de son cursus et donc peut-être faire une carrière militaire après. Ah oui. Alors que toujours dans le côté formation, il y a l'école royale militaire et puis aussi celle des sous-officiers qu'on voit maintenant. Là, c'est pour former les cadres de la défense. Ça, c'est la colonne vertébrale de la défense. Nous avons les managers, mais sans ces chefs d'équipe, nous ne pouvons pas fonctionner. J'ai moi-même été sous-officier, donc je suis passé à l'époque par l'école royale des sous-officiers de Dinan. Ici maintenant, ils sont issus de Safranberg, à côté de Saint-Tron. Et donc voilà, ça prouve également qu'on peut évoluer à la défense, on rentre comme sous-officier et ensuite on peut passer officier. Il y a différentes possibilités de le faire, mais aussi dans les différents métiers qui existent au sein de la défense. Et puis il faut le préciser, c'est la seule université bilingue de notre pays. L'école royale militaire, oui en effet, est la seule université bilingue et l'école royale des sous-officiers permet également d'apprendre ce travail de chef d'équipe et est bilingue également. Et toujours sous les applaudissements réguliers de la tribune officielle pour mettre en avant tout le travail effectué par les militaires, tout cet apprentissage aussi. Et donc ces sous-officiers vont également commander des volontaires. Il ne faut pas oublier, les volontaires sont les forces vives de la défense, ce sont les exécutants. Alors on peut voir déjà ici le détachement de formation spécialisée composé de 2 pelotons. Le premier peloton représente les différentes spécialisations, donc comme tout ce qui est communication, la logistique, l'administration ou encore les sports, parce qu'on a beaucoup de sports à la défense. Donc ça veut dire que cette formation c'est après l'instruction mais avant d'aller en unité. C'est entre les deux en effet, donc on va se spécialiser dans sa profession. Et le premier détachement, comme je le disais, c'est par spécialisation. Le deuxième détachement, et là ça me concerne un petit peu puisque je suis issu d'un de ces centres de compétences, ce sont les centres compétences de toutes les forces. Moi je suis issu de celui de la force aérienne à Beauvechin. Et donc là on peut délivrer des spécialités, aussi bien pour la marine, pour le service médical que pour la force terrestre. Et on va suivre en fait ces candidats de leur sortie d'instruction jusqu'à leur arrivée en unité. Et puisqu'on parle de formation, ce qui nous amène à envisager le recrutement dont on a déjà beaucoup parlé, il y a aussi une autre initiative qui est très singulière, Vincent, dont on peut parler, c'est Reboot for You, c'est un peu un programme de réinsertion. Oui, ça avait déjà été mis en place sous la ministre de Donder et donc c'est destiné à des jeunes de 18 à 25 ans qui n'ont pas de formation, qui n'ont pas d'emploi, mais qui peuvent faire un stage à l'armée de plusieurs mois, 6 mois je pense, au terme duquel ils peuvent décrocher un emploi soit dans l'ORECA, soit dans le bâtiment, en tout cas dans des métiers en pénurie. Et donc ils bénéficient d'un coach qui les épaule durant les 6 mois et ça peut faciliter donc une réinsertion professionnelle et trouver un emploi au terme de cette formation. Il y a d'ailleurs l'ouverture des inscriptions pour le moment puisque la prochaine mise en place de cette formation se fera au mois de novembre. C'est destiné à une cinquantaine de jeunes environ. Ce serait effectivement une très belle initiative au moment où on parle d'activation à l'emploi, par exemple aussi. Oui, il y a aussi, vu qu'on voit M. Franken, cette lettre qu'il va envoyer aux jeunes de plus de 18 ans à partir de l'année prochaine. Donc vraiment, Corentin, on le voit, la défense essaye de ratisser large pour recruter les hommes dont elle aura besoin pour les défis du futur. Il faut conscientiser la population qu'il y a énormément de travail intéressant, différents métiers qui peuvent intéresser les jeunes et ils vont aller vers quelque chose de très intéressant, à savoir une nouvelle technologie. On pourra travailler avec des drones, on pourra travailler avec des nouveaux systèmes de défense aérienne, avec des avions de dernière technologie, également pour les navires. Donc il est temps maintenant que les jeunes s'intéressent et on en a besoin dans toutes les spécialités, donc ils sont les bienvenus. Et quand je dis les jeunes, hommes et femmes évidemment. Évidemment, puisqu'il y a en plus cet hommage aux 50 ans d'entrée des femmes dans la défense. Place au groupement motorisé, aux troupes motorisées. Et ce qu'on va voir aussi cette année un petit peu différent de ce qu'on voit d'habitude, Corentin, puisqu'on va être en configuration
de combat. Ça veut dire donc si on se déploie en mission à X ou Y endroit, ce serait déployé de cette manière-là. Voilà, on va avoir un groupement déployable, ce qui a été d'ailleurs déployé au niveau de la Roumanie lors de Dacian Spring. Donc tout d'abord ici, on a la flèche avec le commandement, les trois Falcons, les fameux véhicules de commandement, de liaison, mais aussi de communication. On va en voir dans différentes versions selon les spécialités. Ça, ce sont les nouveaux véhicules qui remplacent les Lynx qu'on avait l'habitude de voir. Et là, grosse nouveauté, grosse attraction, les fameux Griffons dont on parle depuis des semaines. Quelle est leur particularité? Alors, ce sont des véhicules d'infanterie, de troupes blindées, enfin, de transport de troupes blindées, je vais y arriver. Et la grosse particularité, comme on peut le voir ici sur le bas à gauche, eh bien, il y a une plaque d'immatriculation maintenant militaire belge. Les premiers qui viennent d'être livrés il y a quelques jours. Hein. Il y en a un qui a été livré le 15 juillet à l'école d'infanterie et le second doit être livré, s'il n'a pas encore été livré, ça va être fait ce mois-ci, au 5e de ligne, Bevreiding. Voilà, et ces Griffons qui sont fabriqués en France, mais avec une partie de l'équipement made in Belgium. Voilà, au niveau de la tourelle, ce sera donc de la FNR Stal. Voilà, et vous le disiez, hein, donc on va ici retrouver dans cette configuration combat différents Falcons avec des équipements différents, des équipements de reconnaissance, des caméras, il y a plusieurs possibilités. Oui, et il faut comprendre quand on se déploie donc, sur le terrain, c'est une unité qui va être autonome, donc une unité d'infanterie qui va être accompagnée de toutes ces unités d'appui. Donc tout d'abord, on va avoir les yeux de la colonne. Donc là, ce sont les unités de reconnaissance. On voit avec ces radars en tourelle, donc qui vont pouvoir ouvrir l'itinéraire et faire la reconnaissance du terrain. Il y en a 8 au total, tous des Falcons avec ces systèmes en tourelle. Accompagné ensuite d'un peloton cavalerie où il y a les deux Falcons à nouveau de commandement et de liaison, mais et également les Piranha avec les canons 30 mm de tir direct. Donc là, c'est la force de cette colonne. Ils vont entrer en force dans les lignes et vont pouvoir venir installer la colonne sur le terrain. Ces Piranhas sont aussi des véhicules plus anciens qui devraient être remplacés à terme. Hein. Et à terme, ils seront également remplacés par le Griffon qu'on a vu tout à l'heure. C'est assez impressionnant cette image de se dire tiens, ben voilà, en cas de mission, on doit déployer tout ça. On ne se rend pas toujours compte de ce que ça représente de partir en guerre. Ça représente une logistique impressionnante, une coordination également. Et donc, ça veut dire que tout ça doit être déployé, comme je le disais tout à l'heure, par air, terre et mer. C'est des mois et des mois de préparation. Donc on peut voir ici donc toujours ce peloton cavalerie qui est entouré de deux Falcons en fait. Donc on voit les gros canons 30 mm et ils seront remplacés, ces Piranhas, je me suis trompé, j'ai dit par les Griffons, c'est par les Jaguars. Par les Jaguars. Voilà, 40 mm. Rectification faite. On rappelle que les Griffons, donc stars de ce défilé, ce sont des véhicules blindés multirôles. Il y en a aussi quelques centaines qui vont être livrées d'ici quelques temps. Et donc on en a en 11 versions différentes et on va donc en avoir en 11 versions différentes et on va en recevoir au total 382 à partir de cette année. Donc les deux premiers ont été livrés comme on le disait. Elles seront opérationnelles en 2026, hein, je pense, ceux qui seront livrés prochainement. Donc la colonne motorisée ici que vous voyez déployée en configuration de combat comme en mission, comme Corentin nous l'explique. Et ça c'est vrai que c'est aussi un changement par rapport à avant, ce côté démonstration de force, Corentin, dont on parle depuis le début, mais il est manifeste. On voit qu'on veut montrer aux citoyens les moyens investis dans la défense, à quoi ils servent, et clairement on donne aussi le signal, tiens, on n'est plus vraiment dans le monde de paix dans lequel on vivait jusqu'ici. Voilà, comme on l'entendait tout à l'heure de la part du ministre de la Défense, on n'est pas en situation de guerre, mais on n'est plus en situation de paix non plus. Donc c'est une situation entre les deux. Vincent le disait très bien, on est dans la menace hybride actuellement et on doit se préparer, si besoin, à pouvoir réagir à un combat de haute intensité, que ce soit sur le territoire européen ou en frontière. Avec des moyens aussi de logistique, évidemment, pour préparer le terrain, puisqu'on est ici, rappelons-le, en configuration de combat. Il y a du génie, des véhicules qui doivent s'assurer de la construction aussi, évidemment. Oui, on peut voir également ici avec la pelle à l'avant, ça c'est un véhicule pour venir dépanner des véhicules si besoin. Mais avec
les nouveaux véhicules qui arriveront, Corentin, j'imagine qu'il n'y aura plus de panne. Évidemment que non, évidemment que non. Donc on peut également voir les éléments d'appui qui arrivent par la suite. Voilà. On voit bien de près tous les équipements technologiques, puisque c'est ça aussi, hein, la guerre aujourd'hui elle est hybride et ça passe par des outils technologiques de pointe. Oui, oui. Et nous aurons donc besoin de gens spécialisés dans tous ces équipements de haute technologie. Alors que nous voyons maintenant ces véhicules Falcon, mais avec, on a envie de dire, une décoration, et c'est bien plus que ça particulière, représentative des opérations spéciales. Et là, ces militaires-là, depuis des années, ils étaient déjà masqués, buffés. Hein. Eux sont rompus à l'exercice du défilé avec bœuf, on peut le dire. Ils sont sur leur Fox, ici qui sont équipés en plusieurs versions. Ce sont des petits véhicules rapides de réaction. Et donc il y a du commandement, de la liaison, il peut y avoir également des snipers, on en parlait tout à l'heure, des contrôleurs avancés, et ils peuvent être équipés avec ce gros canon qu'on peut voir, c'est du 12,7 mm, on appelle ça une .50. Des équipes surentraînées qui doivent gérer des situations de stress extrême. Évidemment, ils sont déployés relativement loin, parfois dans les lignes ennemies. On ne connaît jamais où ils vont se déployer exactement. Et parfois en mer, justement, d'où aussi ce bateau. Le MK6, qu'on peut voir ici en effet, est tiré par un Wolf. C'est un Zodiac. Prévu pour le transbordement, pour avoir de la grande mobilité sur l'eau, c'est très rapide. Les forces spéciales, capacité légère, aérotransportable et déployable sur tous les terrains, et comme ici, vous le soulignez. Un véhicule banalisé de marque Land Cruiser Toyota, donc c'est un véhicule blindé pour les détachements d'agents de sécurité. Ce sont un peu les bodyguards de nos ambassadeurs à l'étranger. Et on peut voir ici le module Fire Support. C'est l'artillerie, l'appui-feu aux troupes. L'artillerie, c'est l'appui-feu, donc avec d'énormes canons, qui peuvent tirer jusqu'à 17 km. Et ensuite, on a les mortiers qui, eux, tirent jusqu'à 8 km. Ils sont accompagnés d'un Falcon également, qui peut tirer ici une remorque avec un radar bien particulier pour avoir la vue sur le champ de bataille et pouvoir justement diriger les tirs. Oui, viser plus juste. Voilà. L'artillerie donc qui défile. Ici, l'appui-feu aux troupes. Alors qu'on peut voir déjà arriver le module des équipes de reconnaissance avec 2 pandours modernisés qui sont prévus pour le transport de personnel et ils possèdent un nouveau système de protection balistique qui implique un nouveau moteur, un nouvel équipement intérieur également. La reconnaissance, c'est reconnaître le terrain, le préparer avant de déployer les militaires. Ça. Ce sont les unités qui vont être les yeux et les oreilles de notre force. Avec également, on les voit passer à l'instant, donc les 2 dingos luxembourgeois. Donc ce sont des véhicules qui vont permettre également à ces unités de s'entraîner, à savoir que les sous-officiers et les officiers luxembourgeois s'entraînent en Belgique. Donc c'est une unité binationale de reconnaissance. Voilà, il y a régulièrement, chaque année aussi, la présence de militaires étrangers. Les luxembourgeois, vous l'avez dit, il y a aussi des néerlandais et des français qui sont là en queue de peloton. Les néerlandais avec les Fenech et les français avec les véhicules blindés légers. Et on peut déjà voir arriver ici donc le génie. Ça c'est l'appui à la mobilité parce que sur le terrain parfois tout n'est pas opérationnel. Il y a quelques aménagements, parfois de gros et moyens travaux à effectuer. Il faut faire des travaux d'infrastructure, notamment pour l'ouverture d'itinéraires en cas d'abattis, si on a fait un obstacle pour ne pas qu'on puisse passer, mais aussi pour le retrait des troupes, pour ralentir l'avancée de l'ennemi vers nous. Eh bien le génie est très important. On peut voir ici également avec ce bulldozer, c'est le génie construction. Voilà, du matériel tout de suite beaucoup plus impressionnant avec ces gros camions Buffalo pour transporter donc le matériel pour réaliser des travaux de construction.
sont déjà suivis par le CD, donc c'est le service d'enlèvement et de destruction des engins explosifs, bien connu, puisqu'ils ont environ 3000 appels par an et une centaine d'interventions. Ils sont actifs 24 heures sur 27, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Voilà le service de déminage que l'on connaît bien, puisqu'on en parle régulièrement évidemment dans l'actualité, pour par exemple neutraliser des engins explosifs d'aujourd'hui et parfois d'hier, d'une autre époque. Et de la Deuxième Guerre mondiale également. Oui. Exactement. Service de déminage qui fête ses 100 ans cette année. Grand classique de ce défilé, évidemment. Alors on peut voir ici ces Falcon avec des haut-parleurs qui viennent de passer devant nous. Ce n'est pas pour mettre de la musique, on en a déjà pour le défilé, c'est pour l'interaction avec la population civile quand nous nous déployons sur le terrain. Donc pour leur expliquer pourquoi nous sommes présents et quelles sont les actions que nous allons prendre. La communication qui est aussi très importante au niveau de la défense. Ce module CIMEG, comme vous le dites dans votre jargon, oui. Coopération civile et militaire, avec comme à chaque fois différents véhicules qui sont représentés dans ce module-ci. Oui. Et on peut voir déjà la logistique. Donc ici, ce sont vraiment les unités qui vont permettre la continuité des opérations. Imaginez que vous soyez sur le terrain sans munitions, sans manger, sans carburant, vous ne pourrez rien faire, vous n'allez pas pouvoir opérer. Donc ici, c'est primordial d'avoir une bonne logistique pour pouvoir durer sur le terrain et également pour la motivation des troupes. Sans manger, le militaire ne pourra rien faire. Ici, on voit des buffalo donc, qui transportent des conteneurs aussi, par exemple, pour stocker du matériel. Oui, et nous avons également des citernes à eau et à carreaux. Ici pour l'eau potable. Pour pouvoir tenir le coup dans la longueur et dans la durée. Nous pouvons voir également ici des buffalo. Donc, ce sont des 4x4. Ce sont des véhicules qu'on a déjà vus lors de précédents défilés, mais ils sont relativement récents. On a pu s'en rendre compte, ils sont quand même assez impressionnants quand ils sont devant nous. Exactement, et puis juste à la fin de ce module, nous avons un Horus ici qui peut transporter. Donc, ça c'est le bison d'abord, voilà, c'est d'abord le bison. Qui peut transporter, on peut le voir, soit un dingo, mais même un piranha. Et par la suite, et nous espérons que ce sera le moins souvent possible, moins de panne, voilà, avec le nouveau matériel. Et puis donc on termine avec le fameux Horus. Horus avec une grue. Pour dépanner, hein, c'est ça un aussi. véhicule de dépannage, donc qui va suivre en fait le bison en cas de besoin pour aller dépanner ces véhicules en cas de panne. En fait, c'est quasi un atelier sur roue. Et puis le module de la marine avec là aussi des engins spécifiques en fonction du milieu. Et là, il faut évidemment pouvoir aller sur l'eau avec la présence de ce bateau. Et également sous l'eau, puisqu'on a ce petit sous-marin drone qui va permettre d'aller détecter des mines, d'aller vers les infrastructures vitales sous la mer. Et puis au niveau de la force aérienne, il faut ce genre d'engin très impressionnant qu'on appelle le Panther, c'est pour pouvoir éteindre des incendies. J'en parlais tout à l'heure, donc en cas d'incendie d'avion sur une piste, en cas d'atterrissage raté ou d'accident technique, eh bien il faut pouvoir intervenir très vite avec ces engins qui ont jusqu'à 10 000 tonnes d'eau. Et puis nous allons terminer avec le service médical, là aussi toute une panoplie de véhicules, des Falcon, des Buffalo, des Dingos. Et ici on peut voir justement l'avenir, mais aussi le passé, donc avec les deux véhicules à l'arrière, le Dingo ambulance et le Piranha ambulance, et ils vont à terme également être remplacés par les nouveaux véhicules, le nouveau Griffon à partir de 2026. Que de véhicules, c'est vrai qu'il y en avait beaucoup, plus d'une centaine. On a vu voilà, les véhicules de demain, quelques véhicules encore qui vont être remplacés. On va prendre congé de vous pendant quelques minutes, messieurs. Vincent Corentin, vous reviendrez pour la fin du défilé, puisqu'on va passer au défilé civil. Donc je vais accueillir de nouveaux invités sur ce plateau, le défilé civil qui va commencer dans quelques instants.
sur le thème Protéger ensemble. On va l'aborder évidemment avec nos commentateurs pour ce défilé civil. Ils sont en train de s'installer. On est en direct, hein. Comme on a opéré, regardez le changement.